présenter donc Sylvina Eldevert et nous avons aussi Katia Latapi qui intervient ainsi dans le chat et qui est notre chargée de formation professionnelle et des relations entreprises. Quelques mots d'introduction sur l'Institut catholique de Paris. L'Institut catholique de Paris, c'est aujourd'hui 3 campus, hein, donc un campus à Paris, le campus historique, le campus de Reims désormais, et depuis l'année dernière, un nouveau campus qui ouvre à Rouen. Donc, l'Institut catholique de Paris, je rappelle, est un établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Hein, donc, il bénéficie donc du label ESPIG, qui est évalué donc par le Haut Comité d'évaluation à l'enseignement et à la recherche, comme toutes les universités de France, et qui est certifié Calliope pour toute son activité de formation professionnelle. L'Institut catholique de Paris, c'est environ 10 000 étudiants chaque année, donc 4 000 stagiaires de la formation continue. Un tiers de nos étudiants viennent de l'étranger. Nous avons une offre vraiment qui est très large, hein, avec aussi bien des préparations sur des diplômes d'État, des licences, des masters, des prépas, des doctorats et environ une trentaine de diplômes universitaires, de certificats et diplômes universitaires. L'Institut catholique de Paris, elle est composée de plusieurs facultés et de plusieurs instituts, donc avec plusieurs domaines d'expertise autour de la solidarité, l'interculturalité, le management, le développement durable, les ressources humaines, la médiation, la qualité, sécurité, environnement, l'éducation et la pédagogie. Bien entendu, notre faculté de théologie qui traite aussi des questions de laïcité et de religion. Et très récemment, une école de santé, donc on traite aussi toutes les questions qui sont attrait à la santé. Des formations qui sont destinées à tout type de public, comme vous le voyez par rapport aux différentes thématiques et domaines d'expertise, aussi bien à des cadres et dirigeants, des acteurs de la solidarité nationale et internationale, les professions juridiques, tout le public laïque et le personnel au sein des diocèses et des associations religieuses, les clercs également, bien entendu, les personnels qui sont au sein d'organisations à but non lucratif ou d'utilité publique, encore plus depuis notre école de santé, les professionnels du soin et de la santé, et bien évidemment tout le personnel des établissements d'enseignement et d'organismes de formation avec notre faculté d'éducation et de formation. Donc, notre conception de la formation professionnelle à l'ICP, c'est bien entendu une alliance entre l'académique et le professionnel. Donc, bien évidemment, à travers cette volonté d'accueillir plus de public et de professionnels de formation continue et de professionnels dans ces formations, l'ICP, elle répond à sa mission d'utilité sociale, hein, de proposer de toute façon de la formation tout au long de la vie, mais une offre qui est bien entendu conçue avec le monde du travail sur toutes ses formes, comme on l'a vu tout à l'heure à travers les publics qu'on accueille. C'est bien entendu notre volonté, c'est de favoriser l'accès des savoirs des chercheurs, des universitaires, des experts, donc pour éclairer l'ensemble des acteurs économiques, bien entendu pour les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain. Et on sait très bien que le sujet qui va nous occuper ce soir est également un sujet actuel. Et voilà, pour faire face à tout type de mutations, qu'elles soient technologiques, économiques, politiques, environnementales, sociétales, bien entendu. Et c'est surtout une offre qui est engagée, hein, donc à soutenir les acteurs socio-économiques, à assumer un management humain et responsable et à développer les compétences nécessaires à une prise de décision stratégique et bien évidemment à la mise en place au sein des organisations d'une gouvernance éthique responsable, solidaire et écologique. Et pour cela, elle s'appuie sur pas loin de 900 enseignants-chercheurs. Et ce soir, nous avons une maître de conférence enseignante-chercheuse à l'ICP. Mais bien évidemment, un grand réseau de bibliothèques. Il y a 5 bibliothèques à l'ICP. Tout type de formations sont proposées, qu'elles soient en présentiel, en distanciel, en hybride. Et toutes nos formations sont conçues, bien évidemment, en associant des apports aussi bien théoriques et pratiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques mots d'introduction sur l'Institut catholique de Paris. Je laisse donc la place donc à Pauline Vidal-Lenplan qui va vous présenter donc le certificat laïcité. Alors Pauline, je vous donne 2 petites minutes pour vous laisser la main. Arrêtez le partage. Exactement. Je vous remercie, Sylvina. Voilà, j'ai arrêté mon partage et je pense que vous pouvez le faire. Oui, alors, hop, le voilà.
Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là ce soir pour pouvoir vous présenter ce certificat, effectivement, qui est une nouvelle formation au sein de l'ICP. Alors, quelques mots simplement pour vous dire qu'effectivement, comme l'a dit Sylvina, je suis enseignante-chercheur et l'ensemble de mes recherches portent sur droit public et liberté religieuse et laïcité, d'où évidemment l'intérêt bien sûr de vous présenter et d'être responsable de ce certificat laïcité. Alors, ce certificat laïcité, il permet effectivement, le but est de permettre d'appréhender la laïcité dans tous les domaines par l'acquisition de clés, on le verra, historiques, sociologiques, juridiques, et d'essayer effectivement d'appréhender cette laïcité dite à la française. Le diplôme va donc donner des compétences conceptuelles, mais essentiellement pratiques, qui sont donc nécessaires, et il cherche à répondre aux objectifs de la loi dont on a tant parlé dans la presse du 24 août 2021, qui conforte donc le respect des principes de la République, et de son décret d'application du 21 décembre 2021. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de chercher à comprendre à travers ce certificat et dans le volume horaire qui lui est dévolu, le principe de laïcité en République française, c'est-à-dire en République laïque. Alors, je ne comprends pas pourquoi avec mon partage d'écran, je n'arrive pas à vous mettre la diapo toute seule. Alors, je suis désolée, je suis plus habituée à Zoom qu'à Teams, du coup, je n'y suis pas parvenue. Alors, à cette diapo-là, je vais la faire très rapidement, notamment le haut de la diapo, puisque Sylvina a eu la gentillesse de présenter effectivement l'ICP. Simplement vous dire quand même que ce certificat, pourquoi il est à l'ICP et pourquoi il est notamment à la façade, parce que nous avons déjà la chance effectivement à l'ICP de, délivrer le DU de formation civile et civique, qui a été le premier accrédité par le ministère de l'Intérieur en 2008. Donc, on a là un savoir-faire reconnu et une base et une structure qui nous permet derrière, effectivement, de pouvoir produire et dispenser des enseignements au sein de ce certificat laïcité. En effet, on a des intervenants, tous qualifiés, spécialistes de la question, des universitaires publics, d'universités publiques dont je fais partie, mais également de l'ICP, également des gens, je vous ai mis de l'IEA, c'est-à-dire de l'Institut des études religieuses, des professionnels, des avocats, et bien évidemment, il est nécessaire, enfin, c'est pas il est nécessaire, il est judicieux d'aller chercher ces professionnels pour, leur demander de participer au certificat. Certificat qui va donc être en prise directe avec toutes les problématiques de la société aujourd'hui, relatives notamment à la laïcité. L'actualité récente nous en a donné quelques exemples. Alors, bien sûr, les objectifs généraux de ce certificat, c'est bien de, une volonté globale, j'ai même envie de dire une politique publique de formation à la laïcité et aux faits religieux qui nous permettra donc de mieux être ensemble, le fameux mieux vivre ensemble. Et donc, cette création du certificat, c'est ouvert à toute personne qui est intéressée par le fait religieux et par les questions de laïcité, ou toute personne qui est en contact avec des problématiques. Alors, mes termes ne sont pas très judicieux. En contact avec des problématiques, on a l'impression qu'il n'y a que des problèmes, mais en tout cas qui est intéressée par les questions de laïcité. Par ailleurs, avec la loi de 2021, désormais, notamment, tous les agents publics vont devoir être formés à la laïcité d'ici 2025. Mais vous voyez bien, cela s'est élargi à l'ensemble du domaine de ce qu'on appelle du droit privé, parce que je suis juriste de droit public, donc en tout cas, qu'il s'agisse, on va dire, des salariés dits classiques et également des salariés du secteur public. Donc des agents publics, agents contractuels et fonctionnaires. L'idée est effectivement de permettre aux personnes suivant ou ayant suivi plutôt le certificat d'avoir les éléments qui leur permettent d'avoir une information claire et pertinente, qui leur donne des repères, des clés de raisonnement bien évidemment, et des éléments historiques et philosophiques sur la question de la laïcité des relations Église-État en France.
C'est donc, comme je vous le disais, ces concepts et ces environnements qui vont donc être clairement maîtrisés à la suite et à la fin de ce certificat pour permettre une compréhension et une possible application bien évidemment claire et complète du principe de laïcité en République française laïque, j'ai envie de dire. Quel est le public? Je viens de le dire. Agents publics, membres des associations, enseignants, bien évidemment, notamment ceux qui doivent enseigner l'histoire et la géographie, et notamment l'éducation morale et civique, dans lequel il y a ce principe opérationnel et non cette valeur qu'est la laïcité, mais également toute personne intéressée par des questions de société et qui traversent la société française en ce moment. Alors, l'idée, c'est essentiellement de répondre à des questions. Donc, je fais une présentation assez rapide. Je peux revenir sur certaines choses. Bien évidemment, l'idée, c'est effectivement de permettre de reconnaître des situations qui peuvent se révéler être à risque ou en tout cas à risque dans le contexte particulier de l'entreprise dans laquelle ça se passe, la place du religieux dans le quotidien de la vie professionnelle, ou encore les besoins en formation ou en information qu'il peut y avoir, dont il peut y avoir plutôt besoin dans l'entreprise, l'association, que sais-je, la fédération sportive, enfin, les exemples, encore une fois, l'actualité nous montre l'ensemble des possibilités. Alors, j'ai fait une petite diapositive également sur la certification, mais je ne suis pas très à l'aise sur cette question. Et Sylvina et Katia viendront à la rescousse et m'aideront s'il y a plein de questions à cela. Mais effectivement, la formation est éligible au fonds de formation professionnelle, dont le CPF. Je pensais qu'il était plus que nécessaire. Je vois qu'elle a remis sa caméra. Elle sent que je ne suis pas à l'aise sur la question. Elle a bien raison. Donc, elles seront toutes les deux très à même, comme sur les dernières diapositives également, de venir plus que m'aider. Alors, compétences visées. Alors ça, je ne veux pas reprendre l'essentiel parce que c'est sur le site internet, sur la fiche en fait. Mais je voudrais juste soulever quelques points. Analyser les spécificités, on l'a dit, des contextes professionnels, hein, bien avoir, comment dirais-je, bien en tête et pouvoir répondre. Vous le verrez plus tard, c'est la raison pour laquelle dans la formation, les modalités, il y a aussi des ateliers. C'est fait pour ça. Faire une pédagogie inversée, comme on appelle dans notre jargon. Informer sur le système institutionnel républicain, bien évidemment. Mais j'ai envie de reprendre la phrase du professeur Yves Godmet, bien connu dans les relations et dans le juriste de droit public spécialisé sur la liberté religieuse et la laïcité. La laïcité, c'est la forme française de la liberté religieuse. Donc, c'est bien la place, effectivement, du religieux dans cet État républicain. Sensibiliser, donc, évidemment, sur la place des religions dans les organisations publiques, privées, on l'a dit, dans les associations, etc. Ce n'est pas exclure la religion. Pour effectivement permettre à la personne qui sera donc diplômée de produire des éléments de conseil qu'elle pourra effectivement donner à son employeur, à un public, faire une fiche, que sais-je, un vade-mecum, quelque chose qui sera nécessaire et qui pourra immédiatement être mis en application. Prévenir les conflits, on l'a dit, parce que il peut y avoir alors conflit ou dialogue possible ou médiation, hein, suivant la façon dont on veut effectivement aborder la question, en se basant sur les bonnes pratiques, sur les échanges qui auront pu avoir lieu au sein du certificat, notamment à travers les ateliers. Quelles sont les méthodes pédagogiques? Alors, on n'a pas réinventé, comment dirais-je, l'eau chaude, mais il n'empêche que l'on a là tous une expérience, tous les intervenants qui seront, comment dirais-je, dans le certificat, je les connais puisque j'interviens dans le diplôme universitaire. Certes, il y aura des cours magistraux. Alors, cours magistraux, évidemment, il ne s'agit pas là d'un cours magistral dans un amphi de 300 personnes, puisque ça reste quelque chose, j'ai envie de dire, un groupe. Des séminaires, ce qu'on appelle séminaires, donc une partie effectivement enseignement, mise en situation, cas pratique, mais cas pratique ça fait très juridique, donc on va dire mise en situation et surtout des ateliers qui fonctionnent très bien. Je pourrais vous donner quelques exemples si vous le souhaitez.
On projette notamment, par exemple, on projette une situation, tout le monde se met en groupe et chacun échange, on fait une restitution, voilà. Ça peut être également pédagogie inversée. La laïcité, c'est vraiment le domaine où la pédagogie inversée alors facile à mettre en place, pas forcément, mais en tout cas est tout à fait adaptée, c'est-à-dire vous apportez vos problématiques et effectivement, on en tire les règles juridiques ou les règles, comment dirais-je, ou les bonnes pratiques de réponse aux difficultés. Une petite diapo sur un programme, puisqu'on est sur une formation automatiquement, programme que vous retrouvez pareil sur le site internet. Les principes fondamentaux de la République, on n'y coupera pas, c'est la loi de 2021, ça fait toujours du bien, même si on les connaît, ça fait du bien. La laïcité, je rappelle, ne fait pas partie des principes des valeurs de la République, mais bien des principes de la République, pardon, je vais me tromper. L'histoire des relations Église et d'État et confession religieuse en France, oui. Panorama religieux de la France contemporaine. Pour vivre ensemble, il faut se connaître les uns les autres et connaître les différentes religions qui existent sur l'Hexagone ou voire même en Outre-mer. L'actualité ne peut dire autre chose. Neutralité dans les entreprises et dans les services publics, ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, sur le plan juridique. Laïcité dans les collectivités territoriales, au niveau de l'État aussi. Laïcité en Europe, ça, je l'ai voulu parce que je pense que c'est une des questions aujourd'hui qui traverse l'Europe. Alors, évidemment, je ne peux pas être plus actuelle avec les élections européennes, mais ce n'est pas le but, mais effectivement, une approche comparative, comprendre et mieux comprendre pourquoi la Belgique, pourquoi l'Espagne, pourquoi effectivement d'autres pays ont une approche différente. J'ai presque envie de dire que même si ça révèle un épisode douloureux, la pandémie de Covid-19 a bien démontré effectivement que la laïcité en Europe n'était pas appréhendée de la même façon, rien que par rapport aux lieux de culte qui pouvaient être ouverts dans certains pays et pas dans d'autres, complètement fermés, ou au contraire, des cérémonies religieuses qui pouvaient avoir lieu. Et puis, je vous le disais, quelques ateliers, il y en a déjà pas mal. Ateliers sur les religions dans les cités, où évidemment le phénomène sectaire, où les groupements parareligieux sont évoqués, des ateliers sur la pratique de la laïcité ou encore sur la laïcité en milieu scolaire, où là, effectivement, si je puis me permettre, j'ai la femme ressource pour ça, parce que ce n'est pas très évident de trouver la bonne personne pour répondre et puis surtout pour avoir les problématiques exactes du moment. Et également sur qu'est-ce qu'un référent laïcité et que fait un référent laïcité. Alors, les modes d'évaluation, alors ils sont relativement divers et variés, mais je ne veux pas que Sylvina fronce les sourcils. Je sais que comme certification, j'ai une diapo d'après pour elle. Mais il n'empêche que ça fait partie quand même des modes d'évaluation. Participation à des ateliers, des notes d'analyse. Alors, n'ayez pas peur parce que je suis une juriste, j'ai une note d'analyse, mais c'est bien des notes, c'est-à-dire des fiches pratiques qui peuvent également vous servir après dans vos milieux professionnels ou associatifs, des QCM, des questions de cours, des choses, somme toute, très classiques. Mais pour autant, pour la certification, j'espère qu'elle va sourire, avoir un grand sourire, pour la certification professionnelle, il faut effectivement des éléments clés que vous connaissez peut-être, des écrits, cet oral de 20 minutes qui s'articule en 2 temps, on est bien d'accord. Tout cela, évidemment, est prévu et mis en place. Alors, faut-il des prérequis? Comme souvent, ça fait partie des questions, j'anticipe. Aucun prérequis, nous sommes sur un certificat, on est bien d'accord. Et ensuite, vous voyez que je suis en train de terminer, les modalités de candidature, c'est une inscription sur le portail de l'ICP. Alors, la date limite, c'est pas moi qui l'ai mise, mais c'est 30 août. J'ai préféré vous la rappeler ici. Et enfin, une dernière diapo pour vous dire que l'ICP a aussi, comment dirais-je, une politique d'inclusion et de handicap, moi qui suis aussi universitaire ailleurs, très pointue et très à l'appel et à l'écoute, et que donc, effectivement, si vous avez des questions particulières, il faut, comment dirais-je, revenir vers nous, ou en tout cas revenir également vers le référent handicap au vice-rectorat à la recherche. Voilà, Sylvina, j'en ai terminé.
Merci beaucoup, avec un Pauline. grand plaisir pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation vraiment très claire et qui rappelle bien les objectifs de la formation et puis la façon dont elle est pensée, c'est-à-dire effectivement avec cette articulation entre la théorie et la pratique à travers ces ateliers qui partent de situations très concrètes effectivement l'idée d'une modalité d'évaluation si vous souhaitez obtenir la certification, mais tout était très bien présenté, donc merci beaucoup, Pauline, de cette présentation. Claire et synthétique. Eh ben, donc effectivement, on laisse place à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, on veut bien répondre à l'ensemble de vos questions. Sachez que toute question est intéressante parce que pour le coup, ça donne toujours. Des fois, on ne pense pas à certaines choses et ça permet d'apporter des compléments d'information sur la formation. Donc, il suffit d'ouvrir votre micro pour pouvoir effectivement nous poser des questions sur ce parcours de formation. Allez-y, je sais Je que peux c'est toujours... remettre des diapos aussi. Oui, bien entendu. Ah, nous avons une question dans le chat. Alors. Ah, quand ont lieu les cours? La reprenez? Comment ça se passe? Alors, la question, c'est quand ont lieu les cours? Donc, les cours ont lieu donc à l'Institut catholique de Paris en présentiel, donc à Paris, sur notre site parisien. Et en général, les cours ont lieu le mardi, en dehors des vacances scolaires. Mais dans tous les cas, on vous donne un calendrier dès le départ afin que vous puissiez vous organiser et pouvoir bloquer les dates. Mais le rythme, on va dire, c'est ça, c'est les mardis et en dehors des vacances scolaires. Ensuite, bien évidemment, en fonction aussi des contraintes des uns et des autres, si jamais, effectivement, on peut basculer vers des cours en fin de semaine. Je crois que Pauline, vous m'aviez dit ça, ou le samedi. Mais l'idée, c'est de partir sur ce rythme-là, parce que c'est un rythme qui est connu à l'ICP. Toutefois, en fonction des inscriptions et des attentes, on pourra effectivement s'adapter. Dans tous les cas, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est pas du temps complet, donc c'est parfaitement compatible avec une activité professionnelle et que vous disposez d'un calendrier en amont pour vous permettre de vous organiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des fois c'est plus facile dans le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour pouvoir poser vos questions. Oui, bonsoir, Sophie Martin. Pourriez-vous me donner les horaires de la journée, s'il vous plaît, d'une journée de formation? Les horaires, s'il vous plaît. 9h-17h, mais ce ne sera jamais sur un rythme de 9h-17h. En général, c'est soit, comment dirais-je, soit le matin, soit l'après-midi en général. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour peut-être avant donc d'autres petites questions, moi j'ai peut-être une question à vous poser, Pauline. Je me posais la question, peut-être que des questions que se posent peut-être les participants, ils n'osent pas vous poser. J'ai envie de vous dire, finalement, qu'est-ce que m'a apporté finalement de suivre cette formation à l'Institut catholique de Paris, plus que dans d'autres établissements finalement? Qu'est-ce qui fait notre spécificité à dispenser ce type de formation qu'on dispense depuis longtemps, vous l'avez expliqué, mais finalement, qu'est-ce que nous, on va apporter un peu comme plus? Oui, alors je crois que là, on va véritablement apporter, comment dirais-je, deux choses. On va apporter à l'Institut catholique de Paris notre savoir-faire. Il y a vraiment cette idée-là, notre savoir-faire sur un diplôme de laïcité. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il est issu, entre guillemets, je répondrai à la question de Pierre Audrey après, je l'ai vu. Il est
issue notamment une réflexion fondée sur le diplôme de formation civile et civique qui répond plus à la question de Madame dans le chat. Et là, avec l'expérience que l'on a et les intervenants que l'on a, on a, comment dirais-je, un savoir-faire, alors qui n'est pas, je ne peux pas me permettre de vous dire qu'il est unique, ce serait présomptueux, mais parce qu'il y a quand même 30 ou 34 DU en France. Mais on a là, au fur et à mesure, nous sommes allés chercher et nous avons des professionnels, je vous prends un exemple, en fiscalité des cultes ou sur les sectes, on a effectivement un avocat ou une avocate, on est bien d'accord, qui traite de ces questions, je n'ai pas envie de dire 24 heures sur 24, mais quasiment 24 heures sur 24. Donc, qui va, comment dirais-je, avoir le recul nécessaire pour rendre la chose compréhensible aussi, parce qu'il a son propre vocabulaire, etc., et qui va amener la réponse la plus appropriée. Ensuite, je ne sais plus quel était le deuxième point que je voulais vous dire. Il y avait ça. Ah oui, et puis, oui, ça y est. Et puis, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière, comment dirais-je, une volonté gouvernementale. Loin de moi l'idée de critiquer la volonté gouvernementale, loin de là. Hein. Mais simplement, effectivement, en ayant posé une obligation pour les fonctionnaires, notamment, qu'ils soient formés à la laïcité en 2025, je crois que le gouvernement, les autorités publiques, ce qui est une excellente chose, hein, n'avaient pas mesuré la difficulté à mettre en place la lourdeur de la chose par rapport notamment au nombre d'agents publics. Et donc, désormais, la plupart des administrations forment leurs agents à la laïcité, mais le format est souvent de 4 à 5 heures. Et c'est là où je trouve qu'on a un savoir-faire supplémentaire, si vous voulez. C'est qu'en 4 ou 5 heures, on ne peut absolument pas balayer la laïcité, voire en 8 heures, au mieux en 8 heures une journée. J'ai presque envie de vous dire, comme spécialiste et enseignant-chercheuse sur la question, c'est même presque pas sérieux. Je ne veux pas du tout critiquer mes autorités publiques. C'est juste que, voilà, il faut bien répondre à la question. Mais ce n'est pas possible de former les personnes de telle sorte qu'elles puissent effectivement ensuite répondre aux problématiques. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Notamment, donc, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son... il y a une personne qui n'a pas coupé son micro, excusez-nous. Où elle n'est pas là. De toute façon, il ne faut pas que j'adore. Je crois que c'est... Oui, ça y est, je crois. Et donc, effectivement, donc, si vous voulez, l'idée n'est certainement pas de concurrencer, si vous êtes déjà dans une administration, on est bien d'accord, ce n'est certainement pas de concurrencer ce que l'administration peut vous avoir accordé comme formation ou les formations qu'elle vous propose. C'est de venir effectivement enrichir les formations par une expertise, notamment, c'est très peu fait, l'histoire des relations Église-État ou la sociologie du panorama religieux en France, qui généralement sont laissés de côté. Or, pour bien comprendre effectivement ce qui se passe en France aujourd'hui, ce que la loi de 1905 a posé, c'est-à-dire l'égalité des cultes, certes, mais par rapport évidemment à l'implantation et aux relations Église-État telles qu'elles ont pu effectivement s'exprimer à travers les siècles. Donc voilà, Sylvina, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais comme vous n'êtes pas candidate à venir au diplôme, voilà. Et alors, j'avais une question dans le chat, est-ce que je peux remonter? Oui. Est-ce qu'il y a des intervenants tels que les aumôniers d'hôpitaux ou de prisons? Alors, la question, si la question est, est-ce que dans les enseignants, il y a des intervenants aumôniers d'hôpitaux ou aumôniers de prison? Non. Si la question est, comment dirais-je, peut-on devenir, j'essaye de trouver toutes les questions sous-jacentes. Est-ce que la question est, peut-on devenir aumônier d'hôpitaux ou de prison avec le certificat? Non, comment dirais-je, non, sauf si c'est bénévole, mais sinon il faut passer par le décret de 2017, donc il faut passer par le DU dont j'ai parlé des formations civiles et civiques. Et est-ce que, en revanche, je peux répondre quand même en partie à la demande qui est peut-être formulée dans le chat, c'est-à-dire que les ateliers, notamment l'atelier laïcité, moi je me sers parce que j'enseigne ailleurs la liberté religieuse en milieu hospitalier, et donc je me sers de cas pratiques et de mise en situation posée
à l'hôpital pour faire des ateliers et effectivement répondre à des problématiques qui peuvent toucher un aumônier d'hôpital ou un soignant ou un cadre religieux. Voilà la réponse de Nicolas Diatta. Je peux passer le diaporama si vous voulez. Ah ben, Katia leur a envoyé sur… voilà. Oui, du côté des enseignants. D'accord. Je vois qu'on m'a répondu pendant le temps où je parlais. Donc, comment dirais-je? Je vais essayer de répondre précisément à madame. N'hésitez pas peut-être à prendre la parole si je ne réponds pas complètement. Comment dirais-je? Si vous êtes aumônier d'hôpital rémunéré, vous êtes soumise au décret 2017, donc à la formation du DU. Ou alors, est-ce que la question, c'est de venir enrichir vos connaissances et vos compétences? Et là, oui, il n'y a aucun problème. Sylvina, vous avez peut-être trouvé une autre question à la question. Non, oui. Si je peux me permettre, c'est juste pour compléter en fait, parce qu'effectivement à l'ICP, depuis ce que vous évoquez depuis 2008, je crois, il existe un diplôme interculturalité, laïcité et religion, et donc c'est ce diplôme que passent en général les aumôniers d'hôpitaux ou d'établissements de santé, puisque c'est une obligation légale de suivre une formation à la laïcité. Toutefois, avec la demande et effectivement l'évolution des besoins de formation à l'ICP, Pauline Vidal-Delplanque a développé un format plus court, donc un certificat, mais effectivement, le socle aussi théorique de ce certificat s'appuie effectivement sur des cours qui ont aussi lieu dans le DU plus important. Et donc, pour le coup, si jamais vous êtes aumônier dans le groupe, s'il y a des personnes qui sont aumôniers, il y a un autre groupe finalement aussi qui est présent en formation. Parfois, peut-être les cours seront en commun ou etc. Notamment des fois, ce qu'on appelle les cours magistraux. Vous pouvez suivre le commun et donc là, vous pouvez… et après, le groupe se scinde, si vous voulez, dans les ateliers pour rentrer dans des problématiques qui sont plus liées. Ce que vous présentez, Pauline Vidal-Delplanque, dans les organisations privées comme publiques, établissements scolaires, mais peuvent aussi évoquer les autres situations dans les établissements de santé, etc. Parce que parfois, un médecin, etc. peut aller. Et il y a un groupe plutôt pastoral qui traite un peu la question de la laïcité, mais vraiment pour les aumôniers d'hôpitaux et… Voilà, donc ce sont des formations où vous allez pouvoir vous croiser, ce sont des formations où on peut vous mettre en relation avec d'autres aumôniers si vous le souhaitez, mais voilà comment les cursus un petit peu se sont développés avec le temps et donc avec une volonté de répondre plus précisément avec ce certificat aux besoins des organisations, des autres organisations publiques comme privées. Est-ce qu'il y a d'autres questions mais c'est vrai que Pauline, vous avez répondu à la deuxième question, c'est très bien que vous voulez vous poser, qui est que, excusez-moi, on voit que c'est un certificat qui dure 94 heures et on se dit c'est peut-être important comme volume de horaire, mais en même temps, vous y répondez en disant que pour pouvoir traiter correctement la question, ça ne peut pas se faire en une journée. Et finalement, ce rythme de 1 jour par semaine, donc hors vacances scolaires, donc voilà, grosso modo, on va dire, ça vous permet le temps de la réflexion. La formation, elle est conçue avec des apports théoriques parce que finalement, pour traiter cette question, on ne peut pas faire fi des apports théoriques. Et ensuite, il y a ces aspects ateliers où vous allez rentrer dans des situations très concrètes comme l'a présenté Pauline. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette articulation entre académique et professionnel, cas concret, qui fait vraiment la valeur ajoutée de cette formation. Et puis, comme elle l'a dit tout à l'heure en termes de pédagogie inversée, c'est aussi à partir de vos expériences aussi qui viennent enrichir, puisque ce sont des formations qui s'adressent vraiment à tout type de public. Et dans la plupart des formations de l'ICP, ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement cette diversité de public, des personnes qui viennent divers horizons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prérequis à cette formation, parce que pour le coup, pour discuter de cette question, il ne s'agit pas d'une question de prérequis, mais une question de partage autour d'analyses, de fondements théoriques, mais aussi de vos propres pratiques et des réponses qu'on peut vous apporter à des situations très concrètes. Voilà, qui sont peut-être d'ordre juridique, mais qui peuvent être d'autres ordres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que, comme le dit, l'a très bien dit
Pauline, les inscriptions, effectivement, sont... Bah oui, vous avez été parfaite, je ne sais pas quoi vous dire. Vous auriez dû me laisser cette intervention toute seule. Pas me plaindre. Donc, sur la partie, effectivement, l'inscription, effectivement, est très simple. Il faut aller sur le site de l'ICP, sur la page formation. Il y a un lien inscription sur lequel vous pouvez vous inscrire. Il y a effectivement la possibilité pour certains de se faire financer par le compte personnel de formation. Donc, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Mais tous les autres types de financement, bien évidemment, qu'ils soient personnels ou entreprises, sont possibles. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Et même si vous êtes aussi parfois demandeur d'emploi, sachez que voilà, il peut y avoir des financements de la région ou des financements de Pôle emploi sur ce type de formation. Donc, vraiment, il n'y a pas de frein par rapport à ça. Et donc, une formation, comme on vous l'a dit, qui est dispensée plutôt 1 jour par semaine sur le temps de l'année académique, mais vraiment parce que ça demande de la maturité, ça demande de la réflexion, ça demande des temps de pause pour vous, pour pouvoir que la formation soit la plus riche pour vous. Oui, enfin, je me permets peut-être, n'hésitez pas à revenir vers nous si le format ne vous correspond pas complètement pour qu'on voit ce qu'on peut faire, essayer de, alors pas faire à la carte, on ne peut pas, mais essayer de voir ce qu'on peut faire ou si on peut l'étaler ou enfin voilà. J'ai une petite question qui peut peut-être intéresser les participants. Combien de candidats la formation accueille-t-elle chaque année? Est-ce qu'il y a un maximum? Non, c'est une ouverture, Katia. Ouais. Donc, mais on peut partir sur un groupe de... Alors, il faut que ça reste un groupe, comment dirais-je, intelligent, ce que j'appelle des groupes intelligents, parce que si vous voulez, comme il y a quand même des formations en atelier et en séminaire, il faut que l'échange soit assez fluide. Donc, oui. Un groupe de... J'ai envie de dire, mon réflexe d'enseignant-chercheur, un groupe de TD max, quoi. 28 personnes maximum, je pense. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais aussi, entre 24 et 28 personnes. Idéalement, je trouve que le mieux, c'est des groupes de 20. D'accord, ok. Est-ce que vous avez, on vous propose encore si vous avez du temps pour poser des questions, mais si jamais, il n'y a pas d'autres questions et si on a répondu à toutes vos attentes, de toute façon, sachez que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, hein, qu'elles soient d'ordre pratique ou d'ordre de contenu que nous pouvons relayer à Pauline Vidal-Desplantes sans aucune difficulté. Donc, n'hésitez pas, nous allons à l'issue de cette présentation vous renvoyer voilà, dans la semaine ou la semaine prochaine les supports, les liens vers les pages formation, enfin toutes les informations pratiques, on va vous les rappeler. De toute façon, le webinaire aussi sera disponible sur les réseaux de l'ICP. Donc, on vous laisse encore quelques minutes si vous souhaitez. Ah, et pour le financement, alors nous avons une petite question qui vient. Le coût, je pense. Le coût de la formation, je pense, non? Alors, le coût de la formation, il est de... Moi, je sais. 700 €. C'est ça? Oui, je sais tout. Ah bah Sylvina, je suis parfaite, vous m'avez dit. 700 €. Je ne doute pas. Alors après, comment vous êtes financé? Ça, c'est Sylvina. Hein. Non, tout simplement, on peut vous établir voilà, un devis. Vous pouvez après le présenter, comme on vous l'a dit, l'ICP certifié Calliope, ce qui permet à toutes nos formations d'être éligibles à l'ensemble des fonds de la formation professionnelle continue. On vous a dit plusieurs possibilités de le faire financer, aussi bien par Pôle emploi, la région, le CPF, votre entreprise ou des fonds personnels avec un échéancier si vous avez besoin. Les dates de démarrage de cours, ça va être tout début septembre, mais ça, on pourra vous le préciser un petit peu après. Voilà, 10 ou 12. Il faut, voilà, 10 ou 12 jeter un septembre. coup d'œil au mardi. Voilà. Voilà, grosso modo, toutes les rentrées de l'ICP se passent à cette période-là, les premiers cours. Donc, c'est la deuxième semaine de septembre, c'est ça? C'est ça, oui, voilà. 10. Le 10, je viens de regarder. Ok. Mais on pourra vous repréciser, voilà, les dates de début, dates de fin, vous proposer un calendrier prévisionnel, il n'y a pas de souci, on pourra vous mettre à disposition ces éléments à partir de la semaine prochaine. Le webinaire va vous être envoyé de toute façon, donc vous aurez aussi, vous pourrez conserver toutes ces informations-là. On vous enverra le replay qui sera diffusé probablement en milieu, voire fin de semaine prochaine.
Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Mais voilà, j'espère qu'on a en tout cas répondu vraiment à toutes vos questions. Et surtout, on reste en tout cas à combien de professeurs on a à la fin, on a toujours la petite question. Combien de professeurs différents interviennent? Alors, quasiment, alors attendez, il faut que je repartage mon écran pour retrouver exactement, mais l'ensemble des matières, comment dirais-je, à chaque fois, vous avez un intervenant différent. Alors, c'est volontaire hein, parce que, voilà. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine, ouais, une dizaine. Je ne pensais pas à une question comme ça, alors il a fallu que je compte. Là, je ne savais pas répondre par cœur comme ça. Une dizaine, effectivement. Donc, voilà, avec, comme je le disais tout à l'heure, vraiment des enseignants, comment dire, ça peut être des universitaires. Vous voyez, bon, là, j'ai sous les yeux. Sur la laïcité en Europe, c'est un professeur des universités qui travaille sur la laïcité en Europe. En revanche, sur le milieu scolaire, c'est, comment dirais-je, alors là aussi, c'est une enseignante, mais une enseignante du secondaire. Sur la pratique des religions, là, c'est vraiment une avocate, les religions dans les cités, hein, c'est une avocate qui est spécialisée notamment dans les phénomènes sectaires. L'histoire des relations Église et l'État, là aussi, on revient sur un enseignant-chercheur, comment dirais-je, historien de formation, voilà, par exemple. Je peux développer, hein, sinon. Donc, une dizaine. Alors, pouvez-vous repréciser, s'il vous plaît, les exigences de diplôme DU certificat, est-ce lié au salariat bénévolat? Oui, donc c'est une question bien technique. Mais le décret de 2017 demande effectivement aux aumôniers rémunérés d'être formés. Sur les aumôniers bénévoles, il n'y a pas forcément l'obligation de formation par le biais de ce qu'on appelle les DU, des DU formation civile et civique qui relèvent du ministère de l'Intérieur et du bureau des cultes et plus exactement du bureau de la laïcité aujourd'hui. Et donc, au niveau des aumôniers bénévoles, tous ne sont pas formés via les diplômes universitaires. Comment dirais-je? C'est certainement, comment dirais-je, quelque chose que le ministère devrait encourager et développer. Voilà. Je parle sous le contrôle de certains qui travaillent à la préfecture sur cette question. Nous avons une question sur... Pardon, excusez-moi, Pauline. Je vous en prie, Katia. Nous avons une question sur les inscriptions, si elles sont déjà ouvertes. Oui, elles sont déjà ouvertes, en fait. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai indiqué dans le fil de discussion. Et à partir de ce lien, vous verrez un bouton « Postuler en première année ». Donc, vous pouvez postuler directement à partir de la page en question. Ça dure qu'un an, du coup. Parce que vous pourriez leur faire peur, Katia, avec votre postuler en première année, les pauvres. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça dure même que 9 mois après. Voilà, après, il faut attendre l'année prochaine. Hein, alors, il faut le faire tout de suite. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment très intéressant et très clair par rapport à la présentation de ce certificat. Il y a une dernière question. Vous avez des remerciements également. Non, voilà, mais il y a une question sur l'enseignement catholique. Parlerons-nous de l'enseignement catholique? Parlerons-nous de l'enseignement catholique? Oui, pourquoi? Oui, bien sûr, à travers notamment l'atelier, bien sûr, évidemment. Évidemment. Il y a des spécificités puisque c'est un caractère propre, mais pour autant, les principes de la République sont applicables partout. Mais c'est très actuel. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus de précisions sur cette thématique-là. Pauline pourra sans souci vous répondre. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez tout complément d'information. Merci, Pauline. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.